Bonjour à tous, bienvenue dans 100% Sénat, l'émission qui vous emmène au cœur du travail parlementaire. Aujourd'hui, nous vous proposons une audition, celle du président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME. Amir Reza Tofigui a évoqué devant les sénateurs de la Commission des affaires économiques plusieurs sujets, la transmission des entreprises, les défaillances des entreprises ou encore la simplification attendue par le secteur mais toujours en suspens. On regarde. Mesdames et messieurs les sénateurs, j'aimerais déjà vous remercier pour cette invitation. C'est ma première audition devant la commission, devant cette commission, et c'est surtout une responsabilité. Alors, je ne vais pas répondre à toutes vos questions dès les propos liminaires parce qu'on va privilégier l'échange, et donc je vais essayer d'être assez court. Déjà vous dire que la CPME, c'est 320 000 entreprises qui sont adhérentes à la CPME, à travers nos 120 fédérations professionnelles, à travers nos CPME territoriales, donc partout en France, que ce soit sur le territoire métropolitain, mais également dans les Outre-mer. Et donc nous représentons l'économie du réel, celle qui produit ici, celle qui emploie ici, celle qui investit en France. Et j'aimerais dire que nous ne sommes pas dans un moment banal. Aujourd'hui, on est à un moment charnière. Et on le voit par rapport au contexte international. Et ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas seulement une trajectoire budgétaire. Ce qui se joue, c'est l'avenir de notre modèle économique. Je ne viens pas vous dire que tout est fini, je ne vais pas avoir un discours pessimiste, plutôt vous dire qu'on a un défi majeur à relever ensemble. Et que ce défi exige lucidité, courage et confiance. Avant de parler de la France, avant de parler de nos entreprises, j'aimerais parler du contexte international. Dans quel contexte on est aujourd'hui? Le monde autour de nous se transforme à une vitesse inédite. Les États-Unis réindustrialisent massivement, investissent dans l'intelligence artificielle. La Chine innove, planifie, structure ses chaînes de valeur, et les pays émergents montent en gamme. Globalement, on a un monde qui innove, qui investit, qui accélère, et on ne doit pas rater ce train. Parce que pendant que d'autres avancent, l'Europe a parfois continué à croire que le libre-échange, à lui seul, suffisait à garantir l'équilibre. Or, ce qui se joue aujourd'hui, c'est la sortie d'une naïveté européenne sur le libre-échange. Nous ne pouvons pas être les seuls à respecter les règles sociales, fiscales et environnementales exigeantes, tout en laissant entrer massivement des produits qui ne respectent ni nos standards, ni nos intérêts stratégiques. Les plateformes étrangères, les petits colis à bas coût, les distorsions de concurrence sont devenues des réalités quotidiennes pour nos PME. Et les premières mesures sont utiles, la taxe sur les petits colis et l'action que va avoir l'Europe à partir de 2026, mais elles sont insuffisantes. Il faut de la réciprocité. Il faut des contrôles efficaces. Et il faut des sanctions dissuasives. Mais il faut aussi regarder la réalité en face. La France a parfois pris l'habitude de jouer contre sa propre économie. Surtransposition, complexité administrative, normative, accumulation de charges. Et dans un monde où les États-Unis et la Chine défendent activement leurs intérêts économiques, nous ne pouvons plus continuer à fragiliser les nôtres. Et cela renvoie à un enjeu central, l'alignement compétitif. L'alignement sur la fiscalité, sur le coût du travail, sur les normes. On ne peut pas être le pays qui, en permanence, a un niveau de prélèvement obligatoire plus important que tous les autres pays européens. Déjà que l'Europe a un niveau de prélèvement qui est plus important que le reste du monde. Si nos entreprises supportent des contraintes plus lourdes que leurs concurrentes, elles ne peuvent pas lutter à armes égales. Et dans un monde plus dur, l'Europe ne peut plus être naïve, elle doit être stratégique. Et j'aimerais malgré tout saluer l'action de la France en Europe, qui porte ce message, malgré le fait que d'autres pays européens sont encore dans une vision très naïve. Alors si on revient sur la France et sur 2025, on a une croissance 2025 qui atteint 0,9%. C'est supérieur aux prévisions. Ce n'est pas une croissance incroyable, mais c'est malgré tout une dynamique qu'il faut entretenir et renforcer. Nous sommes dans une stabilité qui est fragile. Les défaillances atteignent un niveau qui est historiquement élevé. Les délais de paiement sont de plus en plus importants. Les trésoreries sont sous tension. Mais le sujet est plus important que ça. On a construit un modèle aujourd'hui où 27 millions de Français d'actifs financent un modèle social pour 70 millions de citoyens. Et ce modèle ne tiendra plus. Et c'est un enjeu majeur qu'il faut aborder dès aujourd'hui et pour la campagne pour les présidentielles. Parce qu'on fait peser l'essentiel du financement de notre modèle social sur le travail. Et à force d'accumuler les prélèvements sur le travail,
on a créé un système où aujourd'hui, le travail paye de moins en moins et on est en train d'appauvrir toute une classe d'actifs. Quand il fallait 20 ans pour qu'à une époque, les salariés doublent leur salaire, aujourd'hui, il faut plus de 40 ans pour qu'un salarié puisse doubler son salaire. Ce qui veut tout simplement dire que cette promesse républicaine qui était que par le travail, on peut s'élever dans la société, existe de moins en moins. Parce qu'on est incapable de voir qu'on a construit un modèle qui était un modèle d'après-guerre qui ne tient plus aujourd'hui, car les équilibres ne sont plus les bons. Le coût du travail donc reste très élevé et chaque hausse supplémentaire pèse sur l'emploi et pèse sur le travail. J'aimerais rappeler qu'on a dans ce budget évité une hausse supplémentaire de 1,5 milliard d'euros sur le coût du travail, puisqu'il y avait un rabot sur les allégements de charges qui devait être fait, mais que malgré tout, on avait déjà 1,5 milliard qui était prévu. Et donc, ce 1,5 milliard qui va augmenter le coût du travail, il sera en moins sur les salaires. Il sera en moins sur les augmentations de salaire. Parce que dans une entreprise, quand le coût du travail augmente, automatiquement, il est pris sur les augmentations de salaire que les entreprises peuvent faire. Alors, pour revenir sur le budget 2026, c'est un budget de compromis, mais un budget de renoncement. On est revenu sur la réforme des retraites. Une réforme qui, à elle seule, ne suffit pas. Parce que, pour rappel, à l'horizon 2035, on avait plus de 15 milliards de déficit en prenant cette réforme de retraite qui serait arrivée à son terme en 2030. Et donc, il faut aussi, sur ce sujet, avoir un discours de vérité. Est-ce qu'on veut avoir un modèle social qui permet de financer nos retraites? Et si oui, travailler plus longtemps, travailler le taux d'emploi des jeunes, travailler le taux d'emploi des seniors est indispensable? Ou est-ce que pour des raisons politiques, on veut faire croire aux Français qu'on peut avoir un système où on travaille moins, où il y a de moins en moins d'actifs, de plus en plus de retraités, et que par magie, ce système tiendrait? Mentir aux Français n'est jamais une bonne solution. Donc on a soutenu ce budget par responsabilité parce qu'on ne voulait pas rajouter du désordre sur un contexte politique qui est difficile. On a malgré tout un budget qui a protégé les TPE et les PME. On a sauvé le pacte Dutreil. On a sauvé les holdings qui sont un mécanisme indispensable pour les entrepreneurs. Mais on a perdu la baisse de la CVAE. Et j'aimerais reparler des impôts de production. Les impôts de production en France, c'est 2 fois la moyenne européenne. C'est 6 fois l'Allemagne. Les impôts de production, c'est l'impôt le plus injuste. C'est l'impôt qui taxe avant d'avoir fait des bénéfices. C'est l'impôt qui est l'anti-Made in France. C'est finalement le cadeau pour les entreprises étrangères. C'est de dire, entreprises françaises, vous allez avoir une concurrence déloyale puisque finalement, on va vous prendre de l'argent qu'on ne prendra pas aux entreprises étrangères, même si vous ne gagnez pas d'argent. Et moi, je le dis vraiment, cet impôt de production, c'est le plus beau cadeau qu'on fait aux entreprises chinoises. Et tant qu'on ne comprend pas que revenir sur ces impôts de production est indispensable pour qu'on puisse avoir du Made in France, avoir des usines en France, avoir de l'emploi en France, on ne sera pas au niveau des défis de la France. Et on ne sera pas au niveau de la réindustrialisation. Parce que oui, réindustrialiser a un coût. Et ce coût, c'est être capable de voir qu'on ne peut pas toujours mettre des impôts sur nos entreprises alors que les entreprises étrangères en sont exonérées. Bien évidemment, le sujet de la dette publique est un sujet crucial. Et il faut l'aborder aussi avec courage et lucidité. Parce que cette dette publique, on est en train de léguer à nos enfants, non pas pour investir pour eux, mais juste pour payer nos frais de fonctionnement, pour payer nos dépenses sociales. C'est une dette qui est immorale. Et donc il faut aujourd'hui baisser le coût de l'État. Il faut baisser globalement le coût de l'action publique par la réorganisation, par le fait de aussi remettre de la responsabilité dans le modèle social. On ne peut pas avoir un modèle social qui aujourd'hui, en permanence, est devenu non pas un moyen de solidarité, mais comme un droit de tirage sur lequel, finalement, on peut, malgré le fait qu'il est continuellement déficitaire, continuer à tirer dessus. Et donc on attend de nos parlementaires ce soutien-là. Je crois que j'ai déjà été un peu trop long sur le propos liminaire. On boit vos paroles. Après, ça va susciter un débat, mais nous, ça nous convient tout à fait. Alors, je pense que ça va venir. quelle est... non, mais je vais prendre donc cette question, même si ce n'était pas une question, mais Oui. peut-être vous dire quelle est la différence entre
TPE, une PME et un grand groupe. C'est que la PME, elle est en France. C'est que la PME, elle n'est pas diversifiée avec une activité qui est dans 10 pays différents, avec plein de services différents. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'elle est très dépendante du contexte français. Elle est très dépendante de changements qu'il pourrait y avoir, parce que forcément, elle ne peut pas se diversifier. Et elle est très dépendante, bien évidemment, de ses relations avec ses sous-traitants, avec ses donneurs d'ordre, et du contexte politique. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, tous les débats publics qu'il y a eu, c'est avant tout les PME qui sont impactés. Parce que les grands groupes, la réalité, c'est quoi? C'est qu'elles sont diversifiées. Elles font une grande partie de leurs activités en dehors de la France. Et donc, quand on a un débat public qui est focalisé sur le fait qu'il faut taxer plus, à la fin, c'est qui prend peur? C'est la PME. C'est qui ne peut pas diversifier son activité à l'étranger? C'est la PME. C'est qui se prend à chaque fois les normes supplémentaires? C'est la PME. Parce que dans une petite entreprise, on ne va pas avoir des salariés qui vont être dédiés à répondre à toutes les nouvelles demandes. C'est souvent le dirigeant qui va avoir ça. Et donc, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on a un débat public qui est axé sur l'entreprise, on réfléchit toujours à la grande entreprise. Et donc, on va mettre une contrainte supplémentaire en se disant, de toute façon, il y aura une personne pour la gérer. On va mettre une taxe supplémentaire en disant, de toute façon, elle a les moyens de payer. Et moi, je vous dis, on est dans un moment où on est en train de faire peur à tous les chefs d'entreprise. Et quand je vous parle des chefs d'entreprise, je vous parle des patrons de TPE, de PME et même d'ETI patrimonial. Parce qu'on va parler de transmission, on va parler de reprise d'entreprise. Mais est-ce qu'on donne aujourd'hui envie aux Français de créer une entreprise? Est-ce qu'on donne envie aux Français de reprendre une entreprise? Parce que, bien évidemment, qu'on va pouvoir parler de quelles sont les mesures pour favoriser les transmissions. Et moi, mon inquiétude, elle n'est pas là. Mon inquiétude, elle est qu'aujourd'hui, quand je parle avec les entrepreneurs, pas plus tard qu'hier soir, j'étais à un événement au Sénat, justement. C'était la CPME de Paris qui organisait un événement au Sénat. Moi, ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est quoi? C'est je ne veux plus recruter parce que j'ai peur. J'ai peur parce que je vois le coût du travail qui est toujours plus élevé. Et j'ai peur parce que j'ai peur du prud'homme, j'ai peur de la complexité du droit du travail. Et le deuxième point, c'est est-ce que je veux encore aujourd'hui continuer à être patron d'entreprise alors qu'on a toujours le sentiment d'être attaqué par les politiques. Et donc c'est ça le sujet aujourd'hui, c'est comment on donne envie aux chefs d'entreprise de créer une entreprise, d'investir en France et de continuer à créer l'activité. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour votre franc-parler, notamment en matière d'alignement compétitif, mais également en matière de fiscalité et d'enjeux sur les impôts de production. Quant à moi, je voudrais revenir sur les défaillances d'entreprises. On dénombre plus de 70 000 défaillances d'entreprises en 2025 contre 65-66 000 en 2024. Un triste record. Et quelle est la part donc de PME et de TPE dans ces défaillances d'entreprises? Y a-t-il selon vous un problème dans l'accompagnement, comme l'a évoqué lors d'une dernière audition le ministre? Comment y remédier rapidement? Un tiers des défaillances d'entreprises seraient causées par des problèmes de trésorerie. Est-ce que les PME et TPE sont davantage touchés? Et je voudrais faire écho à notre cher collègue Olivier Rietmann, président de la délégation aux entreprises, qui propose de déplafonner les sanctions en vigueur jusqu'aujourd'hui pour lutter contre les retards de paiement imposés par les grands groupes. Est-ce que, selon vous, d'autres solutions pourraient être envisagées? Et concernant, je voudrais revenir quelques instants sur le projet de loi de finances 2026 relative à la fiscalité des grandes entreprises. Quel est, selon vous, l'impact possible de cette mesure sur les petites et moyennes entreprises? Merci beaucoup. Alors, sur les différentes questions, je vais les prendre dans l'ordre. Sur l'Alliance du Made in France, c'est une initiative qu'on a lancée avec des syndicats de salariés, des syndicats patronaux, des personnalités qualifiées, Arnaud Montebourg, Olivier Luancy, Origine France Garantie, le Salon du Made in France. Et cette alliance est ouverte, donc on va continuer à l'ouvrir. L'objectif, c'est d'avoir des mesures consensuelles, très concrètes. Il y a la commande publique, il y a la formation. Et donc, je vais prendre ce sujet de la commande publique et des marchés publics. Alors, premier sujet aujourd'hui, parce que c'est un sujet européen, c'est la préférence européenne. Il faut une préférence européenne. Je ne comprends même pas que c'est un sujet de débat. Et quand j'entends que la préférence européenne doit inclure,
c'est pas la France qui porte ça, mais que la préférence européenne pourrait inclure les pays qui ont un accord de libre-échange. Donc concrètement, c'est-à-dire que si demain on a un accord UE-Inde et que donc les produits qui viennent de l'Inde sont dans la préférence européenne, mais c'est totalement lunaire. Je veux dire, il n'y a plus de préférence européenne en fait. Donc arrêtons d'être les naïfs encore une fois. Je pense que les autres pays du monde n'ont pas de problème à dire que la commande publique doit privilégier les achats locaux, les achats européens, chez eux, du coup, les achats de leur continent. Donc, il faut qu'on ne soit pas naïf sur ce sujet-là. Donc, préférence européenne, c'est un sujet majeur qui se négocie actuellement sur l'Union européenne. Il faut être fort. Ensuite, au niveau français, la commande publique. Moi, je vais être honnête avec vous. Aujourd'hui, les règles européennes interdisent de faire de la préférence locale. Et nous, les Français, on est les meilleurs pour jouer les règles du jeu européennes. Vous savez, dans les autres pays autour de nous, ils jouent avec les règles et ils sont très bons pour privilégier la commande locale. Les Italiens, ils vont dire qu'il faut parler italien. Les Allemands, ils vont trouver des règles. Mais nous, non. Nous, bien évidemment, on joue les règles du jeu européen, donc surtout pas. Et on a perdu, il y a des entreprises qui perdent des appels d'offres, parfois pour quelques centimes. Parce que le prix était moins cher. Et à un moment donné, il faut comprendre que l'argent public, la commande publique, elle doit aussi irriguer l'économie locale. Et que parfois, ça coûte un petit peu plus cher, mais les retombées économiques locales font que cet argent, il crée l'emploi, il crée la recette fiscale et il crée de l'emploi aussi induit localement. Donc moi, le message que je passe à tous les acheteurs publics, et le problème en France, c'est qu'il y en a beaucoup trop, ça veut dire qu'on a beaucoup d'acheteurs publics, malheureusement, et l'autre problème, c'est qu'en plus, ils sont pénalement responsables, donc ça, c'est un problème dans le droit français, c'est que les acheteurs publics sont pénalement responsables. Déjà, il faudrait enlever ça pour avoir une pression moins forte sur les acheteurs publics. Mais ce que je demande aux acheteurs publics, c'est bien évidemment, de privilégier l'allotissement pour permettre aux PME, TPE, PME de répondre au marché public, ça ne veut pas avoir des trop gros appels d'offres. Deuxièmement, de travailler les appels d'offres avec les structures avant de les lancer. On a lancé la stratégie du bon achat territorial, par exemple, à La Réunion. C'est-à-dire qu'une fois par an, chaque acheteur public fait un point avec les fédérations pour préparer les appels d'offres pour que les entreprises puissent être prêtes. Et quand on fait ça, ça augmente fortement le nombre d'entreprises locales qui accèdent au marché public. Et donc, l'achat public, c'est un travail qui doit être fait localement pour permettre aux entreprises de répondre. Globalement, moi, le message que je passe, c'est qu'il faut que ce soit un travail qui est fait en collaboration localement pour que les entreprises puissent avoir ces marchés publics et que ça ne parte pas pour les entreprises étrangères dans le sens européenne ou extra-européenne. Deuxième sujet sur les aides, l'apprentissage. Moi, je peux déjà vous dire qu'avec les prochaines coupes qu'il va y avoir, forcément, le nombre d'apprentis va baisser. Alors, vous parlez du sens des responsabilités. Moi, je suis désolé, mais notre sens des responsabilités, il est permanent en tant que chef d'entreprise. On prend des risques. On embauche. Et à un moment donné, on ne peut pas le faire contre un modèle économique. Moi, je vais être honnête avec vous, j'ai très mal vécu. Tous les entrepreneurs ont très mal vécu le rapport du Sénat sur les aides aux entreprises. C'est 211 milliards que des entrepreneurs mettraient dans leur poche. Non. Attendez, on n'intervient pas en réactive après. De toute façon, Fabien va intervenir. Donc... Non. Ce n'est pas les grandes entreprises. Les 211 milliards, c'est même des entreprises publiques. C'est des entreprises TPE et des PME. Je peux vous dire que ce rapport a fait beaucoup de mal. A fait beaucoup de mal à tous les entrepreneurs. Croyez-moi, il a fait beaucoup de mal à tous les entrepreneurs. Parce que, vous savez, dans ce rapport, il y a aussi les aides à l'apprentissage. Et donner le sentiment que les entrepreneurs sont gavés de l'argent public, alors qu'on est en train de financer quoi ? De financer la formation. De financer la formation que les entreprises font pour former des salariés sur leur temps de travail. Vous savez quoi ? Moi, je considère que ce n'est pas de l'aide à une entreprise. C'est de l'investissement dans l'emploi des jeunes. Et sans aide, il n'y a pas de magie, en fait. Vous savez, un modèle économique, pour ceux qui pensent que c'est magique, en fait, il y a des recettes et des dépenses. Et si à un moment donné, on nous demande de former gratuitement, vous savez, il n'y a pas de magie, en fait. On n'a pas les moyens. Une petite boîte n'a pas les moyens de former gratuitement un apprenti. Et donc, elle doit être aidée pour ça. Et donc, de dire que les entrepreneurs aujourd'hui
ont 211 milliards d'aides, alors que dans ça, on met les aides à l'apprentissage, on met les allègements de charges, on met la TVA pour tout ce qui est le TVA réduit, par exemple, pour la rénovation énergétique. Et moi, je peux vous dire que ce rapport a fait beaucoup, beaucoup de mal aux entrepreneurs et que opposer comme ça les entreprises, l'argent public, les salariés, c'est pas une bonne façon de faire. Ça a été interprété comme ça, en tout cas. Ah, on ne fait pas de réaction. Niveau de défaillance, 70 000 entreprises. On vient de signer hier une charte de confiance entre les organisations patronales, les banques, la Banque de France, les experts comptables, les commissaires aux comptes. Le sujet des défaillances est un sujet d'anticipation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que souvent, le chef d'entreprise n'ose pas aller voir les bonnes personnes lorsqu'il est encore temps. Notre rôle à nous, c'est de favoriser tout ce qui va être des mesures de prévention. Par exemple, lorsque les banques voient que les conditions d'entreprise sont en train de se dégrader, comment elles vont alerter potentiellement les bonnes personnes pour que l'entrepreneur puisse être accompagné. Comment elles vont alerter l'entrepreneur pour qu'il puisse aller voir les bonnes personnes. Donc, il y a un vrai sujet de prévention. Après, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Le monde évolue et en France, on est les seuls à penser qu'il faut encore plus charger les entreprises. Donc, ce niveau de défaillance, c'est la conséquence également des décisions qui sont prises par les politiques aujourd'hui en France. On ne peut pas fermer les yeux sur le fait qu'on augmente les impôts sur les entreprises, que le reste du monde, globalement, baisse les impôts et soutient son économie, et d'un coup être étonné qu'il y a de plus en plus de faillites. Parce qu'on va faire de la prévention, on va faire du soutien, bien évidemment. Mais ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux sur le fait que dans un monde ouvert, forcément, la concurrence fait que nos entreprises ne peuvent plus être compétitives face aux entreprises étrangères. Et donc, tant qu'on ne prend pas le problème à la racine, on n'arrivera pas à résoudre ce problème. Et bien évidemment, il y a les délais de paiement. Et donc, par rapport au projet de loi à la proposition de loi sur les délais de paiement, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des ajustements à faire. Par exemple, que l'amende qui peut aller jusqu'à 1% du chiffre d'affaires mondial ne soit pas du premier coup. Pourquoi? Parce qu'on a des filières d'activité, je prends par exemple des grossistes, qui ont un nombre de factures qui est tellement important qu'il peut y avoir parfois des retards de paiement, mais qui ne sont pas des retards de paiement volontaires. Donc, premier point déjà, de ne pas avoir une amende qui puisse aller dès la première fois jusqu'à 1% du chiffre d'affaires mondial. Également, on va avoir la facturation électronique qui va arriver en septembre. Et cette facturation électronique, elle va permettre également de favoriser la fluidité du paiement des factures. Donc, que cette proposition de loi, elle s'applique à partir du 1er janvier 2027 pour laisser la facturation électronique aussi s'installer et qu'on puisse avoir déjà l'impact de cette facturation électronique. Et donc, que ce soit que les factures qui sont émises à partir de janvier 2027 qui soient concernées par cette nouvelle loi. Mais globalement, à la fin, oui, sur le fait que les grandes entreprises soient plus impactées par les délais de paiement, par le retard de paiement en termes d'amende, ça va globalement dans le bon sens. Pourquoi? Parce que les retards de paiement des grandes entreprises sont plus importants que les retards de paiement chez les PME. Et donc oui, on a besoin que aujourd'hui les trésoreries des PME se reconstituent par rapport à ces délais de paiement, ces retards de paiement. Et donc on soutiendra le texte à condition que nos ajustements puissent être retenus. Alors sur la taxe sur les grands groupes, autant je vous dis là qu'il faut que les grands groupes respectent les PME sur les délais de paiement, autant je ne fais pas partie de ceux qui opposent les grands groupes et les petits groupes. Ouais, les petits groupes, plutôt les PME. Pourquoi? Parce que lorsqu'on taxe 8 milliards sur les grandes entreprises, malheureusement, ces 8 milliards, ils vont se retrouver dans le fait que les grandes entreprises, elles vont avoir moins d'argent pour investir sur les territoires, moins d'argent pour investir chez leurs sous-traitants. Et donc, à la fin, malheureusement, c'est mécanique. On doit avoir un projet économique qui soit cohérent. Ce projet économique cohérent, c'est quoi? C'est qu'il faut des grands groupes en France. C'est une locomotive pour les PME. Moi, quand je vais dans les territoires, vous savez, mes adhérents, c'est qui? C'est des sous-traitants d'LVMH. Et ils sont très contents qu'LVMH investisse en France. Ils sont très contents qu'LVMH a les moyens aujourd'hui de passer par des entreprises françaises. Et donc, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on doit mettre un maximum de taxes sur les plus gros
et qu'à la fin, ça servira les plus petits. Non, à la fin, tout le monde sera perdant. Donc, il faut qu'on ait un projet économique cohérent. Et ce projet économique cohérent, il doit privilégier le fait d'avoir des grands groupes qui sont en France, qui emploient en France et qui sont des locomotives pour porter le tissu de TPE, PME et ETI françaises. Et enfin, sur notre initiative sur les alphas de l'économie. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'entrepreneuriat et plus globalement le travail est un des leviers les plus forts pour permettre de s'élever dans la société. Et on voit aujourd'hui que l'entrepreneuriat au féminin est un sujet majeur, est un sujet qui est, sur lequel on n'a pas souvent travaillé. On n'avait aucune donnée aujourd'hui. On s'est dit, est-ce qu'on a des données sur les femmes dirigeantes? La seule info qu'on avait, qui était une info BPI, c'est que une entreprise sur deux de moins de 10 salariés est dirigée par une femme, mais dès qu'on passe à plus de 10 salariés, c'est plus qu'une sur 10 à peu près, ou 15%. Et donc on s'est dit, comment on fait pour avoir plus d'infos? Et donc on a fait un travail de statistiques, on allait voir sur 200 000 entreprises. Donc on allait voir sur toutes les données qui étaient disponibles. Et on s'est rendu compte que globalement les femmes dirigeantes ont souvent des entreprises qui génèrent 2 fois moins de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si on prend par cohorte, moins de 10 salariés, 10 à 50, elles génèrent moins de 2 fois moins de chiffre d'affaires. Et donc la question, c'est quels sont les freins? Et donc il y a de nombreux freins par rapport à ça. Je vous donne un exemple aujourd'hui sur lequel on va pousser cette mesure dans les municipales. Aujourd'hui, une femme entrepreneur n'a pas un accès prioritaire, par exemple, pour garder son enfant dans une crèche. Or, aujourd'hui encore, et c'est un fait, la vie familiale repose plus souvent sur la femme que sur l'homme. C'est un fait aujourd'hui dans notre culture à nous. Et donc, moi, je rencontre de nombreuses femmes entrepreneurs qui me disent, moi, j'ai pas un accès prioritaire aux crèches. Typiquement, une personne qui est au chômage a un accès prioritaire à une crèche par rapport à une femme entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'on veut l'accompagner pour la reprise d'emploi. Mais la femme entrepreneur n'a pas un accès prioritaire. Et donc, elle se retrouve souvent en plus grosse difficulté pour développer son entreprise par rapport à un homme entrepreneur. Pourquoi? Parce que malheureusement encore aujourd'hui, la charge de la famille va reposer plus sur elle. Ça, c'est des mesures qu'on porte, des mesures simples qu'on porte pour justement privilégier l'entrepreneuriat féminin. Une autre mesure qu'on porte, c'est la transparence dans les financements. C'est comment on s'assure que les femmes qui veulent lever des fonds, les femmes qui vont chercher des crédits, vont avoir accès autant au financement que les hommes. Voilà, donc ça, c'est des mesures qu'on porte pour permettre aux femmes dirigeantes d'avoir les mêmes chances que les hommes qui entreprennent. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Merci. Nous continuons et donc on va de nouveau rentrer dans le vif du sujet avec Fabien Gay. Fabien. J'attendais, monsieur le sénateur. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je dois vous dire, je vais commencer par votre interpellation. Je ne vais pas y répondre ici. J'aurai plaisir à venir devant les entrepreneurs si vous m'invitez. J'ai été à l'université d'été du MEDEF avec très grand plaisir. J'ai rendu l'appareil à Patrick Martin à la fête de l'humanité. Je crois qu'il a eu plaisir aussi à venir débattre. Pour moi, la démocratie, c'est la dispute organisée à partir d'un rapport et des faits. Parce que je vous ai déjà entendu plusieurs fois à la télévision, ce qui vous évitera de refaire des erreurs. Je sais que l'air est aux vérités alternatives, mais par exemple, sur la question des 211 milliards, aucun d'entre nous, et il y a d'autres commissaires qui sont ici, n'ont dit que c'était des cadeaux aux entreprises. C'est 211 milliards à travers 2267 dispositifs, dont d'ailleurs on peut se féliciter que le Sénat ait réussi l'exploit d'arriver à l'ensemble de les collecter. Et juste pour vous dire, puisque je vous ai entendu régulièrement, mais vous n'êtes pas le seul à ne pas lire ou à ne pas travailler, puisque beaucoup de journalistes économiques ont fait la même erreur. Il n'y a pas la compensation pour gestion de services publics, c'est page 183, ce qui vous évitera évidemment de renouveler cette erreur. Mais j'aurai plaisir, si on vient sur le fond, évidemment, à pouvoir débattre avec vous. Moi, j'en viens sur l'audition d'aujourd'hui. La question des petites et moyennes entreprises. C'est ça la question. Évidemment, vous avez des intérêts convergents avec le reste des entreprises, la FEP, le MEDEF et vous. Mais il y a aussi des intérêts divergents. Par exemple, une des questions, lorsqu'on parle aux petites entreprises, c'est la question de la trésorerie,
2, du retard de paiement, des collègues viennent de le dire, et le président de la délégation aux entreprises va reposer cette question, je crois, la semaine prochaine. Et 3, le rapport de force déséquilibré entre le donneur d'ordre et la sous-traitance. Et là, par exemple, personne ne dit qu'il ne faut pas de grandes entreprises. Vous prenez l'exemple de LVMH, très belle entreprise, pas de problème. Mais le rapport de force fait que lorsqu'un grand donneur d'ordre est à 80 ou 90% le seul client de cette petite entreprise et décide de tout, de la stratégie, du paiement et du jour au lendemain d'arrêter, là, pour le bassin d'emploi, pour la petite entreprise et pour les salariés, il y a des grandes difficultés. Et depuis la crise Covid, elles se sont accentuées, notamment dans le domaine automobile ou aéronautique. Donc, est-ce que vous avez une réflexion sur cette question autour de ce rapport de force déséquilibré? Est-ce que vous avez des pistes de réflexion, y compris législatives, que nous pourrions prendre? La deuxième question très rapide, vous avez beaucoup développé autour du modèle social. Très bien. Des choses qu'on entend à peu près tous les jours, partout, de tous les domaines. Et c'est normal, c'est le débat démocratique. Mais on ne parle jamais du coût du capital. Alors le coût du capital, c'est évidemment les actions. Record de dividendes cette année pour les seules entreprises du CAC 40, 107 milliards. Mais moi, ce n'est pas ça tellement qui m'intéresse pour les petites et moyennes entreprises. C'est le coût de la dette. Et le fait que les banques sont extrêmement frileuses à prêter, et notamment pour développer notre tissu de petites et moyennes entreprises. Donc, je voudrais savoir, est-ce que vous avez des réflexions sur cette question des prêts bancaires, des prêts à taux zéro qui pourraient favoriser le développement industriel, notamment de nos petites et moyennes entreprises? Troisièmement, sur le pacte Dutreil, très intéressant. Moi, je pense, et vous avez une fausse vision, je pense que nous sommes un certain nombre, y compris à gauche, à voir pourquoi il faut favoriser la reprise de petites entreprises, notamment dans le domaine agricole, où on ne trouve pas. Et donc, c'est vrai que c'est un système qui permet une optimisation fiscale, mais qui permet surtout de reprendre une activité. D'ailleurs, on devrait réfléchir que parfois, ça peut se transmettre, évidemment, dans la famille, et parfois aux salariés. Mais le problème du pacte Dutreil, il n'a pas été révélé par une officine ultra-gauchiste, c'est la Cour des comptes en décembre dernier, qui dit que ce système est capté à 66% par 1% des hauts patrimoines. C'est-à-dire que le manque à gagner de 160 milliards de 55 personnes qui, elles, ont un patrimoine moyen au-delà de 10 milliards. Donc on est très loin de la petite et moyenne entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un dévoiement du système du pacte Dutreil qui fait qu'il a été collecté par 1% et que tout le reste, Donc, est-ce que vous avez une réflexion, là aussi, au sein de votre organisme, pour ne pas dévoyer ce système et qu'il reste périn, notamment sur la question des TPE-PME? Enfin, comme vous avez un passé, vous avez été le fondateur, ou un des fondateurs, pardonnez-moi, de Hitch, et de cette plateforme qui permet évidemment de pouvoir se déplacer, enfin de véhicules indépendants. Alors j'imagine que la charge contre le modèle social et les prud'hommes vient de fait qu'évidemment ces plateformes ont remis en cause et externalisé le risque et évidemment dévoyé cette question du salariat. D'ailleurs, ce n'est plus des salariés, c'est des auto-entrepreneurs, des indépendants contraints par un algorithme. Mais évidemment, c'est sûr que lorsqu'on est porteur de cette question-là, il y a une cohérence politique qui est la vôtre, de dire qu'il faut mettre le modèle social à bas. Mais il a aussi une autre incidence. C'est sur les TPE-PME, notamment nos commerçants de proximité, qui, eux, pour aller chercher, évidemment, des clients, accéder aux données et à de la visibilité, sont parfois obligés de s'en remettre à ces grandes plateformes qui, en plus, s'extraient complètement, évidemment, du domaine fiscal et du droit du travail. Et donc là, par exemple, un restaurateur, quand il dépend à 80% maintenant des plateformes numériques, il ne dépend plus lui-même de son outil en réalité de travail et de sa vision stratégique. Donc j'imagine que là aussi, vous avez des débats extrêmement forts. Et est-ce que vous avez des pistes de réflexion sur cette question de l'impact de l'ubérisation et de l'économie numérique sur les petits commerçants? Je vous remercie, Merci, Monsieur Fabien. le Président. On passe à Marc Séné. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président. J'aurais pu évidemment aussi évoquer les tensions de trésorerie, les financements des besoins en fonds de roulement, des crédits d'investissement, mais comme je suis un ancien banquier, je vais plutôt vous parler de la surtransposition des normes, puisque vous l'aviez évoqué. Et c'est vrai que l'accumulation des obligations administratives réglementaires est régulièrement
cité comme un frein majeur à l'activité, à l'embauche et à l'investissement des PME. Parmi les obligations récentes, quelles sont celles qui vous paraissent les plus lourdes, soit par leur coût direct, soit par le temps qu'elles imposent, soit par leur complexité? Et enfin, quelles simplifications concrètes devraient être mises en œuvre en priorité? Et estimez-vous que la différenciation par la taille pour les TPE, les PME, les grandes entreprises doit être davantage assumée dans la construction de la norme afin d'éviter que des obligations conçues pour de grandes structures ne produisent des effets disproportionnés sur les PME? Yves Bleunven. Yves. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la CPME, très heureux de vous rencontrer, de vous découvrir un petit peu. Moi, je voudrais aller un peu dans le sens de la question de mon collègue Marc sur la simplification. La France, en 50 ans, a complexifié son fonctionnement. On en a fait une usine à gaz. On est les champions du monde des normes, les champions du monde en plus des transpositions des normes européennes. Et puis, il y a 2 ans, parce que je suis sénateur que depuis à peine 2 ans et demi, je me suis mis à espérer quand j'ai vu cette loi de la simplification proposée par le gouvernement pour la vie économique. Et on s'est dit à ce moment-là, alors j'ai eu la chance d'être co-rapporteur avec ma collègue Catherine Di Folco, et on s'est mis à espérer de voir un peu les choses évoluer, même si très vite on a compris que c'était un fourre-tout, parce qu'il y avait une telle demande de simplification de partout. On a été assaillis de demandes des entreprises. N'empêche que, on avait l'impression qu'on avançait dans le bon sens. Sont arrivés là-dessus la dissolution, des changements de gouvernement, des reprises. C'est une loi qui a connu 4 gouvernements déjà. Donc ça commence à être long et compliqué. Et puis la dernière en date, c'est la CMP qui a été prise en otage, j'ose le dire, politiquement, sur des sujets qui n'étaient pas dans le texte initial et qui ont amené le projet de loi dans le mur. À votre avis, quelle est la bonne solution pour reprendre ce dossier? Parce que je ne crois plus beaucoup dans l'aboutissement de cette PJL, simplification de la vie économique. Comment doit-on reprendre ce dossier? Comment doit-on la remettre sur l'établi pour essayer de la faire avancer? Parce que d'un côté, on voit plusieurs ministres implorer des mises en place de lois spéciales. Tout le monde veut son Notre-Dame ou ses Jeux olympiques du logement, de l'agriculture et de je ne sais quoi encore. Est-ce que c'est par ce biais-là, et donc par thématique et par segment de métier, qu'on va enfin arriver à traiter ce problème de la simplification? Ou alors est-ce qu'on reprend l'idée d'une grande loi qui reviendrait tous les ans? Quel est votre avis sur ce sujet-là? Voilà, Monsieur le Président, de très nombreuses questions. C'est à vous. Alors, je me garde le meilleur pour la fin, donc je vais commencer par la simplification. Comment? Non, mais c'était bien évidemment très ironique. Alors, sur la surtransposition, moi, je vais vous donner un exemple sur le fait que la France, quand je vous dis que c'est la meilleure élève, la CSRD, vous savez, on a été les premiers à transposer, alors au-delà de la surtransposition, déjà à transposer la CSRD dans le code, dans la loi française. Mais les Allemands, ils ne l'ont pas fait. Les Allemands, ils ne sont pas fous. Les Allemands, ils pensent à leur économie. Ils pensent à leur usine. Nous, on pense à quoi? On pense à pouvoir dire on est les meilleurs, c'est bon, on a transposé la CSRD dans la loi française. Qu'est-ce qui se passe, la CSRD? Je vous dis en plus, hein, c'est le patron de la BNP qui disait, qui n'est pas une petite boîte, hein, qui disait c'est un délire bureaucratique. Or, ce délire bureaucratique, il allait s'appliquer à toutes les PME indirectement parce qu'elles n'étaient pas protégées dans toute la chaîne de sous-traitance. Donc ça, c'est un travail qu'on a réussi à faire, nous, au niveau européen, c'est de protéger les PME à travers la loi Omnibus, de relever les seuils et de protéger les PME dans tout ce qui est la loi CSRD. Donc ça, c'est un exemple, pas de surtransposition, mais de transposition très hâtive que personne ne demandait et que d'autres pays n'étaient pas pressés de faire. On a un sujet qui va arriver, là, vous parlez de surtransposition, on a un sujet qui va arriver dans les prochains mois, c'est la transparence salariale. Alors bien évidemment, qui est contre la transparence salariale? Je veux dire, sur le principe, on a envie de dire, il y a des inégalités hommes-femmes, il faut les résoudre, bien évidemment. Mais on est encore en train de surtransposer. Et donc, on a considéré que, finalement, ce qui était la loi européenne n'était pas suffisante en France.
Et donc, on va mettre des choses supplémentaires. Et c'est là, à chaque fois, où on dit, mais pourquoi la France a toujours besoin de surtransposer les règles? Pourquoi on est le seul pays dans l'Union européenne qui se dit toujours, allez, on met une petite touche supplémentaire parce qu'on est vraiment les meilleurs, quoi. Et donc, on va devoir, par exemple, sur les offres d'emploi qu'on mettra, mettre des fourchettes de salaire. Mais ça n'a aucun sens parce que moi, je vais vous dire comment ça fonctionne. Lorsque je fais une offre d'emploi, bah, le salaire, il va dépendre du profil que je dois recruter. Vous savez, c'est très ouvert aujourd'hui dans une entreprise. On recrute des savoir-être avant de recruter des savoir-faire. Ce qui veut dire que la personne, bah, potentiellement, elle peut ne pas avoir de diplôme, avoir un diplôme, avoir plein de choses, être débutante, être expérimentée. Mais non, on va devoir mettre sur l'offre d'emploi, vous allez te payer ça. Et c'est impossible. Ça, c'est pas dans la directive européenne. C'est ce que la France va rajouter. Voilà, c'est à chaque fois des surtranspositions. Alors, sur la loi simplification, nous, il y a un point qui est très important qui répond à la question de comment on simplifie. En fait, pour simplifier, il y a un sujet de stock et un sujet de flux. Ça veut dire qu'on a un sujet de nouvelles normes qui arrivent et un sujet de stock de normes qui s'accumulent. Bah déjà, pour arrêter le stock, il faut déjà stopper le flux. Et donc, pour stopper le flux, c'est le test PME. C'est quoi le test PME? C'est tout simplement dire que lorsque une loi va être votée, que des entreprises puissent la tester avant et vous dire, voilà, concrètement, c'est très compliqué dans une PME, c'est très facile, voilà les conséquences, voilà le coût pour l'entreprise en termes de temps. Ça ne veut pas dire que derrière, les parlementaires ne pourront pas la voter, mais au moins ils pourront la voter avec un avis éclairé. Et un test PME, ce n'est pas une étude d'impact, c'est un vrai test grandeur nature. Ça permettra de limiter le flux, ça permettra que les parlementaires, avant de voter une nouvelle norme, avant de voter une nouvelle loi, une nouvelle contrainte, parce que c'est aussi sur les décrets, puissent savoir quel va être l'impact sur les entreprises. Donc le premier sujet, c'est de s'assurer que le flux arrête de toujours alimenter le stock de normes. Et donc le sujet du stock, c'est quoi? C'est qu'on a beaucoup de normes, beaucoup de contraintes aujourd'hui qui pèsent sur les entreprises, sur lesquelles, en effet, il va falloir faire des grandes lois de simplification, peut-être, comme vous dites. Il faut s'appuyer sur nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, l'Interpro et à travers nous, les filières d'activité, on est capable de vous faire les propositions de simplification. On est capable de vous donner, dans chaque secteur d'activité, toutes les propositions qu'on peut faire pour simplifier. Et quand je dis simplifier, ce n'est pas déréguler. Vous savez, les entrepreneurs français, ils ne disent pas il faut déréguler pour polluer, déréguler pour moins protéger les consommateurs. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, il n'est surtout pas là. Le sujet, il est qu'aujourd'hui, la norme qu'on a créée, les contraintes qu'on a créées, elles ne sont même plus, elles vont même plus dans l'ambition qu'on avait initialement. Et donc le sujet, il est comment on simplifie sans déréguler. Et donc appuyez-vous sur les filières, appuyez-vous sur les organisations patronales pour justement vous dire, bah voilà, dans chaque secteur d'activité, toutes les simplifications qu'on peut faire. Et ça peut être soit par décret, soit dans une grande loi, mais il ne faut pas en effet que cette loi soit après l'otage potentiellement de sujets politiques. Parce que cette loi de simplification, c'est une loi de simplification économique, de la vie économique. Et donc nous, on tient à ce qu'elle reste une loi de la simplification de la vie économique. Et pas qu'on y mette tout ce qui, à un moment donné, devient un sujet politique et qui, nous, on ne critique pas, on dit juste, bah, c'est pas forcément dans cette loi-là qu'elles doivent être. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez de Notre-Dame. C'est un bon exemple, hein. Vous savez, Notre-Dame, les JO. À chaque fois, on a fait des lois d'exception pour sortir des normes. Et vous savez quoi? Ça s'est très bien passé. Pas de mort au travail, pas de scandale sanitaire. Et ça coûtait beaucoup moins cher, ça allait beaucoup plus vite. Vous savez, dans n'importe quel autre pays, ou en tout cas, moi, dans mon entreprise, quand je teste quelque chose et que ça marche, je généralise. C'est une évidence, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi on n'a pas généralisé toutes ces dérogations pour les mettre dans le cadre général. Alors, monsieur le sénateur, monsieur Gay, la dispute organisée. Alors déjà, je prends votre proposition de venir intervenir devant nos adhérents et vous serez bien évidemment invité. Vous savez, la dispute organisée, elle nécessite qu'on n'alimente pas une sorte de défiance. Et c'est exactement ce qu'a fait le rapport. Et moi, j'ai eu, d'ailleurs, moi, mais
CPME, MEDEF et UDP, on a eu ces discussions avec les organisations salariales il y a 2 semaines, en disant que la façon dont ils ont instrumentalisé ce rapport a justement fait beaucoup de mal, même dans nos rapports entre nous. Moi, je peux vous dire, parce qu'en permanence dans les discussions, à chaque fois, ils nous disaient « Pourquoi baisser la dépense publique ? Vous avez 200 milliards d'argent dans leur poche face à nous, là. » C'est ce qu'ils nous disaient en permanence. Hein. Moi, j'entends en permanence. Regardez, 210 milliards dans leur poche, là, et vous voulez aller prendre la poche des Français. Donc, moi, j'entends la dispute organisée, mais à un moment donné, il faut un peu de respect et ne pas alimenter ce type d'arguments qu'on peut avoir en face. Donc, moi, quand j'entends, par exemple, puisque vous l'avez dans le détail de votre rapport, et comme vous pensez que je ne l'ai pas lu, je peux même vous dire que page 20 ou page 21, je ne me rappelle plus exactement de la bonne page, qui dit que net des aides aux entreprises, la France reste le 2e pays où le niveau de prélèvement obligatoire est le plus élevé en Europe. Net des aides. Mais c'est marrant, mais personne ne le dit, ça, pourtant. Ah, mais vous le savez, mais... vous avez raison, il a été écrit dans le rapport. Donc, je ne vais pas dire que vous ne l'avez pas dit, mais je peux vous dire... Mais je peux vous dire que personne... Mais moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de débat. Mais sauf que, qu'est-ce qui a été dit pendant les 4 mois des débats budgétaires ? Moi, je vous dis le sentiment qu'ont eu tous les entrepreneurs. Après, vous prenez pas. Moi, je suis là pour parler en leur nom. Tous les entrepreneurs ont dit quoi ? Ils ont dit, l'image que tout le monde donne, c'est que les entrepreneurs français vivent de l'argent public, alors que c'est les premiers contributeurs, alors qu'on est dans le pays qui a le niveau de prélèvement obligatoire sur les entreprises, alors le 2e pays, excusez-moi, le plus élevé en Europe. Et donc, de donner le sentiment que, par exemple, aider les Français à rénover leur logement à travers un taux de TVA réduit, est-ce qu'on aide une entreprise ? Non, mais est-ce que c'est une aide à l'entreprise ? Moi, je pose la question. Comment ? Non, je ne pense pas qu'on se trompe de bataille. Parce qu'on a alimenté un débat public avec un sujet qui, du coup, a centré toutes les discussions du budget sur les entreprises. Pourquoi ? Parce que, comme par hasard, ce rapport est sorti au même moment. Et parce que 211 milliards, encore une fois, moi, je pose la question, je repose la question que je viens de poser. Aider les Français à rénover leur logement, pour, par exemple, changer leurs fenêtres pour qu'ils consomment moins d'énergie. Est-ce que ça, c'est une aide à l'entreprise ? Non. Pourtant, dans votre rapport, c'est dans les aides aux entreprises. Bien sûr que si. La TVA à taux réduit pour la rénovation énergétique, elle est considérée comme une aide aux entreprises. Je me trompe, monsieur le sénateur, ou pas ? Vous êtes sûr, monsieur le sénateur ? Non, mais vous... Non, mais est-ce qu'on est d'accord que dans le rapport, le taux de TVA à taux réduit est considéré comme une aide à l'entreprise ? Ok, donc je répète ce que je dis. Donc le taux de TVA à taux réduit pour le Français qui veut rénover son logement pour pouvoir réussir la transition énergétique. Ah, écoutez, on n'a pas la même lecture du rapport, alors. Alors. Question. Allez, question des banques, des crédits. Ensuite, je fais la suite de votre question. Retard de paiement, j'ai répondu tout à l'heure, retard de paiement. Non mais, attendez, mais je fais la suite de votre question. Retard de paiement, j'ai répondu à la question tout à l'heure. J'ai dit qu'on soutenait, par rapport aux ajustements qu'on soutenait le fait d'avoir la PPL sur les retards de paiement pour les grands groupes. Sur les dividendes du CAC 40, je ne vais pas répondre à ça, ce n'est pas notre sujet. Nous, on ne représente pas les entreprises du CAC 40. Juste rappeler que les dividendes, c'est pour les PME, un moyen de paiement pour le dirigeant, en complément de sa rémunération, qui rémunère une partie du bénéfice qu'il a eu, parce que les dirigeants de PME, souvent, se payent très peu, contrairement à ce que beaucoup pensent, se payent très peu, et le dividende est souvent un moyen, à la fin, de compléter sa rémunération. Donc, attention à tout ce qu'on a comme vision sur les dividendes pour les entreprises. Le pacte Dutreil, nous, n'a pas été contre tous les changements qu'il y a eu sur le pacte Dutreil, sur le fait de mettre les biens somptuaires, d'exclure les biens somptuaires. Maintenant, nous, ce qu'on rappelle, c'est qu'il y a de nombreux pays en Europe
qui exclut de la base d'imposition pour les transmissions les entreprises. Donc, ne soyons pas le pays, encore une fois, qui, dans un monde ouvert, met toujours des niveaux de taxation qui sont les plus élevés que les autres. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, ça fait qu'on a un tissu économique qui se fragilise. On a 2 fois moins de TI en France qu'en Allemagne. Parce que transmettre une ETI, si on n'a pas le pacte du Trade, ça coûte cher. Et qu'est-ce qui se passe demain ? S'il n'y a pas le pacte du Trade, l'entreprise est vendue à des fonds étrangers. Et une fois qu'elle est vendue à des fonds étrangers, les actionnaires étrangers, ils ont beaucoup moins de patriotisme économique, beaucoup moins d'ancrage territorial. Et forcément, le jour où ils veulent délocaliser, ils le font beaucoup plus facilement qu'un actionnaire français. Donc moi, ce que je défends, c'est qu'une entreprise, elle a plus intérêt à avoir un actionnariat français. Et donc le pacte du Trade, c'est privilégier l'actionnariat français et le tissu économique. Ensuite, sur votre question sur les auto-entrepreneurs, sur Itch, sur tout ce qui est les plateformes. Moi, j'aimerais déjà rappeler que les taxis, ce n'est pas des salariés en général. On est sur un marché qui est déjà un marché on est déjà sur un marché... Non, mais vous m'attaquez personnellement, là, vu que vous parlez de mon... non, mais vous parlez de mon projet à moi, donc je vous réponds sur mon projet à moi. Les taxis, ce sont pas... On n'est pas sur un métier où il y avait des salariés, on a ubérisé un métier salarié. C'était un métier où il y avait des entrepreneurs, et il y a eu d'autres entrepreneurs en face. Mais bon, je vous réponds juste par rapport à ça. Je ne sais pas comment je dois interpréter votre regard, mais... Maintenant, juste répondre par rapport aux auto-entrepreneurs, parce que je me suis souvent exprimé sur le sujet. Moi, j'ai toujours dit que la dérive actuelle qui fait qu'on est en train de transformer le salariat en auto-entrepreneur est dangereux pour le modèle social. Je le redis. On est en train de créer un système où le travail est remplacé par l'auto-entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le contrat de travail ne permet plus de donner la même latitude à des salariés qui ne veulent pas forcément être dans du CDI normal, parce qu'on a créé un modèle qui déroge à toutes les règles et qu'on a toléré ce mode-là. Parce que l'auto-entrepreneuriat, initialement, l'idée n'était pas de dire on peut être auto-entrepreneur toute notre vie, on déroge aux règles, on a moins de charges et tout. C'est de dire c'est une porte d'entrée vers l'entrepreneuriat. Et initialement, c'était notamment 2 ans pour pouvoir se lancer et ensuite tester. Or, aujourd'hui, on a laissé un modèle se développer, qui est un modèle qui est bien, c'est un modèle qui permet à tout le monde de se lancer, qui est un modèle qui permet à tout le monde de tester, mais qui aujourd'hui est devenu un modèle parallèle au modèle salariat. Et donc nous, moi je suis très à l'aise pour vous le dire, si on ne résout pas ce problème-là, on va au-delà d'une crise sociale majeure, parce qu'on va créer des retraités pauvres, on va créer des personnes qui n'auront pas la protection sociale, on va créer des entreprises qui ne pourront plus avoir des salariés parce qu'ils seront plus compétitifs avec ceux qui prennent des auto-entrepreneurs. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel on doit, dans les prochains mois, ou peut-être que ce sera un sujet de l'élection 2027, mais sur lequel on doit avoir un vrai débat de société. Et nous, je vous le dis, et pour qu'on soit tous à l'aise, nous, on défend un modèle salariat. On ne défend pas un modèle où le salariat va disparaître au profit de l'auto-entrepreneuriat. C'est pas la culture française. C'est pas le modèle que défendent les entreprises. Et c'est pas le modèle ça ne permettra pas une concurrence loyale entre les entreprises. Donc il faut qu'on redonne à l'auto-entrepreneuriat sa bonne place dans notre modèle social. Peut-être sur la question des banques. Alors nous, on a aujourd'hui des entreprises qui nous font remonter qu'elles ont des problèmes de financement, mais globalement, pas plus qu'avant. Et en tout cas, dans les statistiques qu'on a, voilà, dans les statistiques qu'on a, on n'a pas plus de refus de financement. Je ne vous dis pas que j'entends pas des entrepreneurs qui me disent je ne suis pas financé, mais la réalité, c'est que globalement, quand on prend sur nos chiffres macro, on n'a pas plus de difficultés qu'avant. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de problème de financement des PME. Peut-être qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est que le contexte économique étant plus fragile, forcément, les projets sont moins viables. Et donc, un projet qui peut-être était viable hier, il est moins aujourd'hui. Mais on n'a pas de sujet aujourd'hui sur le financement des bons projets que les PME le portent. Merci. On continue. Anne-Catherine Loisier. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Je pense que l'échange est intéressant. Au moins, on pousse un peu les lignes. Donc moi, je voulais rebondir en complément tout ce qui a été évoqué. D'abord pour dire que ne pas naïf, c'est ne pas être naïf. Plutôt, c'est aussi, ce que ça a été évoqué, c'est
être conscient du rapport de force qui existe quand même entre certaines entreprises plus grosses, moins grosses. Et ça, on le vit notamment aujourd'hui dans le cadre de notre commission d'enquête là, sur les marges des industriels et des distributeurs. J'en dirai pas plus. Vous n'avez pas beaucoup abordé... on cherche tous à améliorer la compétitivité de nos entreprises et du coup, vous n'avez pas beaucoup abordé les aspects en fait de vulnérabilité. Alors, on a parlé par exemple de la vulnérabilité au numérique, ou plutôt la dépendance au numérique, mais la dépendance aux approvisionnements. Est-ce que c'est un sujet comment vous l'appréhendez, puisqu'on parle souvent de la pénurie de matières premières, la dépendance à certains matériaux. Donc comment est-ce que vous appréhendez ces sujets-là dans la trajectoire de regain de compétitivité de nos entreprises françaises? Et puis moi, je voulais juste revenir sur le sujet du travail des femmes, en disant qu'effectivement, il y a un sujet sur les femmes dirigeantes, mais il y a un sujet quand même plus globalement de l'égalité salariale homme-femme dans les entreprises. Et comment vous abordez ce sujet de l'égalité salariale homme-femme dans les PME? Merci. Evelyne Renaud-Garabédian. Merci Madame la Présidente. Selon les enquêtes récentes qui ont été publiées par BPI France, 27% des PME françaises exportent aujourd'hui et à l'intérieur 15% d'entre elles de manière régulière et 12% de manière totalement occasionnelle. Pour une part significative de TPE et de PME, l'export demeure une activité totalement ponctuelle, conduite malheureusement de manière individuelle, de manière isolée, alors même qu'elle gagnerait à se projeter collectivement dans des logiques de filière, afin de mutualiser leur savoir-faire, d'apprendre à vendre le produit France, comme le font les Italiens, de porter ensemble l'excellence industrielle et artisanale française. Comment est-ce que vous pensez que l'on pourrait aider nos TPE et nos PME pour qu'elles puissent chasser en meute? Et est-ce que vous pensez que la création d'une CPME internationale pourrait être un bon levier pour structurer cette action collective? Merci de votre réponse. Sur l'égalité salariale, je le redis, c'est un enjeu majeur. J'aimerais pas que mes propos soient mal interprétés. Vous savez, les entreprises et les entrepreneurs sont conscients de tous les défis de la société, que ce soit l'égalité salariale, mais que ce soit également le sujet de la transition écologique, que ce soit le sujet de la transition démographique. Et donc les entreprises sont les premiers outils pour répondre à ces leviers. Le sujet de la transparence salariale, qui est une directive européenne, qui est justement pour répondre à la problématique de l'égalité salariale. Nous, on ne dit pas qu'on est contre. Et on dit même, je vais aller plus loin que ça, on va expliquer aux entreprises comment le mettre en place. J'ai demandé au ministre du Travail, M. Farandou, de venir le 18 février pour expliquer à nos filières, expliquer à nos branches, justement cette directive transparence salariale, pour les rassurer, pour leur expliquer comment ça va fonctionner et pour emmener tout le monde. Nous, notre rôle à nous, c'est d'emmener les filières, d'emmener les entreprises, d'emmener les entrepreneurs dans ces grands changements. On ne s'y oppose pas. On est justement là pour les emmener. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est justement, pour nous aider pour ça, il ne faut pas nous mettre des boulets supplémentaires. C'est-à-dire de mettre des règles qui vont être en plus par rapport à la règle initiale, la règle européenne. Mais en tout cas, comptez sur nous pour que ces grands enjeux, égalité salariale en l'occurrence dont vous faites part, on soit moteur pour accompagner les entreprises à l'appropriation. Et donc voilà, comme je vous disais, donc, le ministre du Travail va venir la semaine prochaine, mais au-delà de ça, on va accompagner les entreprises, les filières à travers le fait de s'assurer que tout le monde sera au rendez-vous de cette directive européenne. Sur le sujet de la dépendance aux approvisionnements, nous, on est membre d'une fédération européenne des PME. C'est un sujet majeur qu'on ne porte pas l'approvisionnement, mais la vision stratégique que l'Europe doit avoir, parce que ce n'est pas un sujet français, c'est un sujet européen. La vision stratégique qu'elle doit avoir aujourd'hui, c'est qu'en effet, elle doit être capable de définir quelles sont les filières, les sujets qui doivent être européens et sur lesquels on ne doit pas dépendre entièrement, soit d'un acteur, soit de l'étranger. Je vous donne un exemple, au-delà des dépenses sur les approvisionnements, c'est le numérique. Aujourd'hui, on ne peut pas être un continent qui va être complètement absent du numérique demain. Parce que notre dépendance numérique sera très grave. Ça veut dire du semi-conducteur à l'algorithme d'IA, au data center. Ça, c'est des sujets sur lesquels l'Europe doit être capable d'avoir une vraie stratégie pour qu'on soit demain autonome ou à minima ne pas être dépendant que d'un pays.
Et donc on les porte au travers de SM United, qui est notre fédération des PME au sein de l'Union européenne. Madame la sénatrice, vous m'avez donné une très bonne idée pour la CPME internationale. On y réfléchissait. Non, mais on y réfléchissait. Donc, je prends l'idée. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de PME qui pensent à exporter, qui souvent ne connaissent pas les mécanismes qui existent aujourd'hui pour accompagner les entreprises et qui, parfois, vont avoir une commande à l'étranger, mais en fait, ne vont pas entretenir le flux. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel je prends bien évidemment l'idée qui est de dire comment nous on fait pour accompagner les entreprises, pas forcément en créant un mécanisme supplémentaire, mais déjà en s'appuyant sur tout ce qui existe exactement, et en permettant à nos PME, justement, d'être au courant de tout ce qui existe, de les pousser à les utiliser et de faire des délégations à l'étranger. On vient de faire une délégation en Chine. Hein. On vient de faire une délégation en Chine il y a 10 jours, qui a duré 10 jours, pour permettre aux entreprises françaises, il y avait à peu près 30 chefs d'entreprise, d'aller chercher l'activité. Elles sont revenues pour la plupart avec des bons de commande. Donc c'est déjà quelque chose qu'on fait, mais je prends l'idée de créer une CPME internationale pour aller encore plus loin. Sur le sujet du financement, moi je pense qu'on a un enjeu majeur à créer un fonds souverain français. On a plus de 6 500 milliards d'épargne des Français. On doit créer un fonds souverain qui investit dans l'économie française. C'est ce qu'on va bientôt faire déjà entre partenaires sociaux, sur un petit fonds qu'on va lancer bientôt. Je ne le dis pas trop parce que c'est encore pas encore lancé, mais ça va se faire dans la semaine prochaine. On va lancer un premier fonds souverain, mais qui est géré par les partenaires sociaux. Mais on a un défi qui sera, je pense, aussi un enjeu de l'élection 2027. C'est comment on fait pour que l'épargne des Français soit fléchée vers l'économie française et que la France puisse avoir des fonds souverains, parce qu'on voit aujourd'hui que parfois les entreprises françaises sont rachetées par des fonds souverains étrangers parce qu'on n'a pas, nous, les moyens, on n'a pas un pilotage de cette épargne pour financer l'économie locale, pour financer les ETI, les PME locales, qui ont besoin parfois d'avoir justement de l'argent pour avoir pour être achetés par des fonds qui soient français. Et ça, c'est un enjeu de souveraineté. Et je pense que ce n'est pas le rôle des banques aujourd'hui. C'est vraiment le rôle d'avoir des fonds souverains qui permettent à ces entreprises de rester françaises. Sur les financements participatifs, c'est un sujet qui n'a pas très bien fonctionné depuis qu'il a été mis en place. Je n'ai pas les chiffres exacts ici, mais je sais que, en gros, globalement, c'est pas un sujet qui a bien fonctionné. Mais bon, je prends votre point quand même pour creuser un peu plus. Mais on n'a pas eu le succès espéré. Sur le sujet du financement, j'aimerais quand même compléter en disant qu'on a aussi en France des fonds d'investissement. Oui. Et c'est un sujet qui est majeur aujourd'hui. Comment on accompagne les PME à devenir des ETI. Et les fonds d'investissement, alors je sors de tout le débat qu'il y a pu y avoir sur des fonds vautours étrangers qui sont venus, qui ont pris l'argent, qui sont partis. Ça, c'est un sujet différent. Mais je vous parle de fonds d'investissement français qui permettent à des PME de devenir des ETI, qui accompagnent la croissance, qui accompagnent les dirigeants sur ces différentes étapes. Il faut aussi faire savoir plus et accompagner les entreprises, les pousser à ouvrir leur capital. Moi, c'est un enjeu que je pousse auprès des entrepreneurs, à ne pas hésiter à ouvrir leur capital à des fonds d'investissement français pour justement les accompagner à grandir et à ce que les TPE deviennent des PME, à ce que les PME deviennent des ETI. Donc, on a plusieurs sujets, mais aussi le point des fonds d'investissement est un point important. Merci. On continue avec Daniel Gremillet. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, chers collègues. J'étais un peu inquiet en vous écoutant au début, en parlant des grosses entreprises par rapport aux PME. Vous m'avez un peu rassuré après dans votre expression, mais je pense qu'en matière économique, il faut toujours savoir boxer dans sa catégorie, c'est un peu comme dans le sport. Par contre, vous avez beaucoup évoqué la distorsion sur l'impôt de production. Quelles sont vos propositions, justement, très concrètes, pour revenir à une situation un peu comparable à celle de l'Allemagne que vous avez citée souvent?
Deuxième question, concernant la distorsion que peut représenter aujourd'hui la subvention. Parce que est-ce que c'est rendre aux entreprises service que de les subventionner? Aujourd'hui, on sait que le contribuable, les collectivités sont en situation de tension budgétaire. L'ennemi d'une entreprise, c'est la distorsion de concurrence. Donc, est-ce qu'une entreprise peut vivre, peut investir sans subvention dès lors qu'elle est certaine que son concurrent ne sera pas accompagné pour le même investissement? Ça, c'est une véritable question aujourd'hui. Et quel est votre positionnement pour transformer la subvention en avance remboursable? Et dernière question sur l'auto-entrepreneur. Vous n'en avez pas beaucoup parlé. J'aimerais vous entendre à nouveau sur quel est votre positionnement sur l'auto-entrepreneur. Je pense que vous en avez déjà parlé quand même. Micheline Jacques. Micheline. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, chers collègues, je vais vous parler d'outre-mer, territoire ultramarin. Je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour vos propos auxquels j'adhère. Et je tiens à vous dire aussi qu'en ma qualité de présidente de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, le poids normatif est un de mes principaux chevals de bataille, compte tenu de l'impact de ces normes au niveau des territoires ultramarins. Alors j'aurai plusieurs petites questions. Vous avez évoqué le coût du travail. Les territoires ultramarins bénéficient de dispositifs d'allègement de charges patronales, mais réservés uniquement au salaire SMIC. Que pensez-vous de ce dispositif? Pensez-vous qu'il faille aussi l'étendre et qu'on pourrait aussi entrevoir un dispositif plus généralisé pour aider d'une manière correcte toutes les entreprises, les CPE, les PME? L'économie de ces territoires ultramarins est basée essentiellement sur des TPE et des PME. Il est difficile, compte tenu de l'éloignement du territoire européen, donc nous travaillons aussi pour une meilleure insertion des territoires dans leur bassin environnement caribéen ou océanien ou même de l'océan Pacifique. Mais certaines normes européennes, et je pense à la taxe aux frontières, par exemple, qui vient d'être mise en place, a un impact négatif, parce que d'un côté, l'Union européenne aide par ce qu'on appelle l'aide au fret, et de l'autre, ils freinent dès qu'on perçoit des matériaux qui arrivent du bassin environnement proche. Donc, quelle pourrait être la mesure, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour mieux accompagner ces entreprises de manière à d'une part, à tenir le cap, parce qu'il est vrai que les banques, elles ne suivent pas, elles ne les accompagnent pas. Il y a un gros sujet au niveau des banques dans les territoires, et je peux le comprendre, vu parfois certaines instabilités sociales. Donc, pérenniser l'économie, ce serait aussi accompagner un meilleur ancrage et permettre aussi d'éviter les crises sociales d'une part, et deuxièmement, faire rayonner le savoir-faire français dans les bassins, parce que nous avons quand même, si on élargit au niveau des bassins, des populations qui sont quand même 13 millions d'habitants, 20 millions d'habitants, et éviter que d'autres puissances, comme notamment la Chine, interviennent dans ces territoires. J'aurais préféré que ce soit la France plutôt que la Chine et notre tissu entrepreneurial. Alors, fiscalité locale. Fiscalité locale, CVAE. Alors, par rapport au impôt de production. Impôt de production, premier sujet, on a les municipales bientôt. Nous, on demande à ce que tous les candidats s'engagent à ne pas augmenter la fiscalité locale plus que l'inflation ou ce qui serait la base. Mais ça, c'est un des premiers points, parce qu'aujourd'hui, la fiscalité locale a un impact très fort sur, bien évidemment, les entreprises. Et donc là, c'est l'impôt de production. Le deuxième point, c'est la CVAE. Il faut la faire disparaître. Encore une fois, c'est un impôt qui est bête, cet impôt-là. Donc, il faut faire disparaître la CVAE. Il faut stabiliser la fiscalité locale. Et donc là, déjà, ça permettra de ne pas avoir nos impôts de production qui augmentent. Encore une fois, c'est 2 fois la moyenne européenne, c'est 6 fois l'Allemagne. On ne joue pas avec les mêmes cartes en main.
Sur auto-entrepreneur, je vais redire ce que j'ai dit pour pas qu'il y ait de malentendu, mais je pense l'avoir dit. Ok. Ah oui, c'est sûr. On a été assaillis de mails. Par rapport à la franchise de TVA ou pas du tout pour les auto-entrepreneurs? Oui. Alors. Le statut. Non, mais le statut en lui-même, je pense que. Oui. Non, mais le statut en lui-même, je pense que c'est pas un PLF ou un PLFSS n'est pas le bon lieu pour parler de ce statut, parce que ce statut, en fait, il questionne même le rapport qu'on a aujourd'hui au CDI, au travail, au modèle social. Et donc, c'est un enjeu majeur sur lequel on ne peut pas en parler dans le PLF ou le PLFSS, parce que sinon, ce serait une vision très budgétaire. Vraiment, sur ce sujet-là, toutes les organisations patronales, je pense, mais je parle en leur nom, mais parce que on parle souvent ensemble, sont prêtes à faire ce travail, parce que c'est un sujet majeur aujourd'hui. C'est un sujet majeur. Et si on n'aborde pas ce sujet du salariat qui est en train de se transformer en auto-entrepreneuriat, on va avoir des conséquences à long terme qui peuvent être graves. Et donc, et encore une fois, c'est pas remettre en cause l'auto-entrepreneuriat, mais c'est lui trouver la bonne place qu'il doit avoir. Et donc, là, on va avoir dans les prochains mois une campagne présidentielle. C'est un élément de travail qui doit être mis sur la table, selon nous. Par rapport aux subventions et aux avances remboursables, alors on a déjà beaucoup de subventions qui sont des avances remboursables. Par exemple, BPI fait souvent des avances remboursables. Donc on a déjà ce modèle-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait baisser les subventions et baisser le niveau d'imposition? Parce que c'est souvent ce qu'on entend. Bien sûr que c'est une idée, mais faites attention, parce que les subventions, c'est souvent des politiques publiques. Par exemple, c'est l'argent que l'État décide de mettre sur une politique publique, les allégements de charges, c'est l'emploi des personnes peu qualifiées. Donc, sur ce sujet-là, moi, juste faisons très attention quand on pense que on peut baisser les subventions et en même temps baisser les impôts, parce que ce n'est pas les mêmes bénéficiaires. Si on prend le crédit impôt recherche, si on enlève les... Comment ? D'accord, ok. Alors, ok. Oui, après c'est un vrai sujet en effet de transparence pour pas qu'il y ait la concurrence déloyale entre structures. Outre-mer, sur les Outre-mer, nous, on a lancé une boussole stratégique. On a un vice-président en charge de la France océanique. On a lancé une boussole stratégique. Ce qu'on demande, c'est déjà une vision long terme. Là, dans le PLF et le PLFSS, on avait eu une remise en cause de la LODEOM. On a réussi à le sauver collectivement. Mais ce qui est important, c'est il faut absolument qu'on voit ces territoires-là comme une chance pour le pays. Et pour ça, qu'on sorte d'une vision où il faut les aider par de la subvention, mais plutôt il faut les aider à se développer économiquement. Et comme ça, elles arriveront à rattraper le niveau économique de la métropole. Bien évidemment qu'il faut tenir compte de la particularité de la France océanique. Ça veut dire que l'éloignement, le bassin dans lequel elle est pas celui que la France métropolitaine est. Et donc forcément, les contraintes européennes doivent être adaptées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pousse. On a aussi un sujet, vous n'avez pas parlé, mais d'assurance aujourd'hui, sur lequel il faut absolument que nos entreprises dans les Outre-mer puissent avoir une offre assurantielle par rapport aux nouveaux risques qu'elles encourent, et qui sont souvent des risques qui ne dépendent pas d'elles. Quand on parle par exemple des émeutes qu'il y a eu, ce n'est pas à cause des entreprises, mais malheureusement elles sont plus assurables aujourd'hui pour beaucoup. Donc c'est un grand sujet, mais pour le coup, sachez qu'on est très engagé. On a un vice-président qui s'appelle Dominique Vienne, qui est très très engagé sur la question des Outre-mer, et on a fait un élément majeur. Madame la sénatrice, je voudrais déjà vous dire que, et je l'ai dit souvent, j'ai toujours dit que notre ambition, notre souhait, notre volonté, c'est de sauver notre modèle social. Jamais vous m'entendrez dire qu'on veut le remettre en question. Jamais. Moi-même, j'en suis le fruit du modèle social. Et je pense que caricaturer nos propos n'est pas la bonne façon de faire. Aujourd'hui, jamais vous m'entendrez dire qu'il faut baisser le financement du modèle social. Nous, quand on dit qu'il ne faut pas que le travail paye le modèle social, on ne dit pas que derrière, il faut baisser le financement du modèle social, on dit qu'il faut que l'assiette change. Pourquoi ? Parce que dans un pays où il y a plus que 27 millions de salariés, 70 millions de Français,
Ce qu'on dit, c'est que ça ne marche pas un modèle où on demande à 27 millions de personnes de payer pour 70 millions. Mais on ne dit pas que personne ne doit payer. On dit juste qu'il faut changer le modèle parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de retraités, parce qu'il y a des touristes qui viennent, donc il y a et comment on fait pour faire financer les touristes au modèle social? C'est toutes ces questions-là qu'on dit, nous. Mais on ne dit pas que derrière, il faut revoir le modèle social. Encore une fois, je le redis devant, et je sais que je suis filmé en plus, mais je le redis à chaque fois. Nous, entrepreneurs, on a toujours dit que le modèle social est une chance pour la France. Et vous avez raison de parler des infrastructures, vous avez raison de parler de tout ça, mais on est tous supporters de ce modèle-là. Maintenant, j'aimerais juste revenir sur la remarque que vous avez faite. Vous savez, ce rapport qu'on a fait, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est des femmes entrepreneurs. Moi, je vais être honnête avec vous, on m'a donné le rapport qui a été fait par des femmes entrepreneurs. Donc quand vous me dites que les femmes entrepreneurs ne suivront pas le rapport, je vous invite à aller... mes propos, je vous invite à aller parler avec ces femmes entrepreneurs qui ont fait ce rapport et qui ont porté ces propositions. Moi, j'en suis le porte-parole aujourd'hui parce que vous m'interrogez dessus. Mais je porte la parole de ces femmes entrepreneurs qui ont proposé ça. Et sur le sujet de la crèche, moi, encore une fois, c'est pas moi qui ai proposé, mais c'est une réalité, en fait. Moi, je suis très pragmatique. La personne me dit quoi? Elle me dit, Amir, moi, j'ai besoin de trouver une place pour mon enfant et en fait, je ne suis pas prioritaire en tant que femme entrepreneur. Voilà, on demande juste à ce qu'une femme entrepreneur soit prioritaire pour les places de crèche. Est-ce que c'est choquant? En tout cas, les femmes qui, chez nous, ont fait le rapport, on considérait que c'était une proposition qui était la leur. Donc, si vous ne m'écoutez pas, moi, homme entrepreneur, écoutez au moins les femmes entrepreneurs qui ont fait le rapport. Merci. Il y a une dernière série de questions et après on vous libérera, bien sûr en vous remerciant, avec Martine Berthet. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je vais revenir sur le sujet de l'exportation. Le dernier baromètre export de BPI France indique que le chiffre d'affaires des TPE-PME qui exportent a mieux résisté en 2025 que celui de celles qui sont non exportatrices et que les prévisions pour 2026 sont optimistes, notamment vers le marché européen. Pourtant, encore peu de TPE-PME franchissent le pas de l'exportation, moins de 30% seulement le font. Quelle démarche avez-vous ou allez-vous engager avec la CPME pour inciter vos adhérents à exporter, particulièrement vers le marché porteur de l'Union européenne? Merci. Merci. Marie-Lise Rousseau. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, dans votre livre blanc, vous avez parlé de certains verrous structurels pour le développement des PME et vous avez notamment évoqué l'accès au foncier avec la raréfaction des terres liées aux ZAN et des dispositifs nationaux comme les sites clés en main qui ne sont pas du tout adaptés aux PME qui recherchent plutôt des petites parcelles. À titre personnel, dans ma commune, effectivement, c'est très compliqué de trouver pour un plaquiste, un plombier, une petite parcelle pour installer un bâtiment. Et donc je voulais savoir ce que ça revêtait comme importance au niveau national et comment résoudre cette difficulté, sachant qu'il y a une PPL Trace qui a été votée au Sénat, mais dont on attend qu'elle passe à l'Assemblée nationale. Merci. Et dernière question avec Christian Redon-Sarrazy. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous avez évoqué dans vos propos liminaires le rapport PME Grand Groupe et moi j'y reviens sous l'angle du crédit impôt recherche. La dépense fiscale liée au crédit impôt recherche, aujourd'hui, c'est plus de 7 milliards d'euros, soit quasiment les deux tiers des dépenses publiques de soutien à l'innovation. Or, si 91% des bénéficiaires du crédit impôt recherche sont des PME, elles ne représentent que 32% de la créance fiscale. Et inversement, les 10% de bénéficiaires les plus importants, eux, perçoivent 77% de ce montant. Que pensez-vous d'une évolution de ces attributions du CIR, notamment du crédit impôt recherche, suppression des plafonds pour éventuellement le réaffecter en deçà, notamment par exemple d'un plafond de 100 millions d'euros. C'est des propositions qui avaient été faites dans un rapport d'une mission d'information sénatoriale que je présidais il y a quelques temps. Ou bien aussi arrêter peut-être de calculer le plafond du crédit impôt recherche sur la holding de tête. Enfin tout ça
aurait des incidences notamment sur les PME et les PMI. Et deuxième question, rapidement, je voulais savoir si les PME mesurent réellement leur exposition au risque numérique et au risque cyber, et notamment si les obligations issues de la réglementation européenne sont comprises et donc partagées ou subies, parce qu'il en va quand même de la résilience et de la sécurité des données et des systèmes numériques de notre tissu de PME-PMI. Merci Christian. Voilà, ce sont les dernières questions, Monsieur le Président. Toujours très intéressantes, toutes. Plus ou moins polémiques. Celles-ci ne sont pas. Non, pas du tout. Moi, je pense que je vais m'engager à créer cette CPME internationale. Puisque... Non, mais vous avez raison, on a un sujet d'accompagnement de nos PME à l'export, déjà au sein de l'Union européenne et ensuite même en dehors de l'Union européenne. On le fait à petite échelle. Je parlais tout à l'heure de la délégation qu'on a envoyée en Chine. On a fait une délégation au Japon il y a quelques mois, mais c'est un des sujets, pour être honnête avec vous, je l'ai mis dans ma feuille de route, mais pas dans les premiers sujets prioritaires. Mais c'est comment nous on accompagne très concrètement. Et encore une fois, je pense qu'on a beaucoup de mécanismes qui existent. La France ne manque pas de mécanismes, elle ne manque pas de soutien à ces entreprises, souvent, mais c'est que les entreprises ne connaissent pas ces sujets-là. Donc ça, c'est un élément majeur sur lequel nous, on doit axer. Donc je m'engage à lancer, alors est-ce que ça s'appellera CPME international ou autrement, mais en tout cas à lancer vraiment un outil, un mécanisme en interne pour accompagner les PME à justement pouvoir utiliser tout ce qui existe pour développer l'export. Les inciter. Non, mais aussi les inciter, vous avez raison, parce que c'est aussi... pourquoi aujourd'hui une entreprise qui est à l'export résiste mieux ? Parce qu'en fait, elle a diversifié et elle dépend moins d'un marché. Et donc, c'est bien évidemment toujours, on va dire, une sécurité pour une entreprise d'avoir plusieurs marchés, plusieurs pays. Et donc, en effet, il faut accompagner les entreprises sur la diversification. C'est la partie réindustrialisation. On a fait un rapport, en effet, sur retrouver une réindustrialisation, notamment à travers les PME. Et vous le disiez en introduction, Madame la Présidente, avec l'ambition de passer de 10% à 13% la part de l'industrie dans le PIB français. Il faut savoir que l'Europe, c'est 16%, l'Allemagne, c'est 19 ou 20, donc on est très très en retard sur l'industrie. Si on prend le sujet de l'industrie, on a différents problèmes. Bon, il y a la fiscalité, on en a assez parlé, il y a la formation, il y a les formalités. Les formalités, vous savez, en France, pour lancer une usine, ça prend 2 à 3 fois plus de temps que dans les restes de l'Union européenne. Là, je vous parle juste pour lancer l'usine. C'est même pas, c'est-à-dire qu'on n'a même pas produit encore, mais les formalités pour lancer l'usine. Et il y a le sujet du foncier. Et pour les petites industries, pour les petites PMI, eh ben souvent, c'est du foncier, mais c'est moins de 2 hectares. Et en effet, sur ces petites surfaces, on a beaucoup de difficultés. Et nous, ce qu'on demande, c'est un pass foncier PMI. Une capacité à avoir une sorte de coupe-fil dérogatoire pour avoir des petites surfaces, des parcelles de 2 hectares, pour aider des entreprises qui veulent agrandir ou pour aider des entreprises qui veulent justement avoir un territoire, pour lancer leur usine. Et en fait, les PMI ont souvent été les oubliés de tous les sujets fonciers, parce qu'on a souvent réfléchi grand projet, grande superficie, et pas petite parcelle pour une petite usine. Et donc nous, ce qu'on pousse vraiment, c'est d'avoir, par exemple, ce pass foncier PMI qui permettra d'avoir des petites parcelles de 2 hectares avec un couple dérogatoire et sur des formalités beaucoup plus rapides. Et il y a beaucoup d'autres propositions, parce qu'on a vraiment fait un rapport assez long. Sur le crédit impôt recherche. Moi, je vois que vous voulez vraiment que je me fâche avec nos grosses entreprises. Non, mais je pense qu'on doit... alors, premièrement, l'argent public est un bien commun et il faut évaluer chaque dépense publique, y compris les aides aux entreprises. Moi, sur ça, j'ai aucun sujet. Chaque dépense publique, qu'elle soit une aide à l'entreprise ou autre, doit être évaluée. Moi, j'aimerais juste dire qu'on a un grand enjeu d'innovation, de recherche, et que accompagner les grandes entreprises qui dépensent plus dans l'innovation, moi, ne me choque pas. Et qu'elles soient plus accompagnées en valeur parce qu'elles dépensent plus, ne me choque pas non plus. Et je préfère que cette recherche soit faite en France qu'à l'étranger. Donc, je suis très
très craintif sur le fait que si on commence à baisser les accompagnements pour les entreprises qui aujourd'hui, ça leur coûte plus cher d'investir en France qu'à l'étranger, j'ai peur qu'elles délocalisent toute cette recherche à l'étranger. Donc c'est ma crainte aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas mes adhérents, donc je ne suis pas là pour les défendre et dire qu'il faut absolument que les grandes entreprises continuent à déplafonner sur le CIR, mais je dis juste que le risque à la fin, si on commence à avoir cette vision-là, c'est que la recherche en France soit sacrifiée parce que ces grands groupes qui sont internationaux, ça leur coûtera beaucoup plus de faire cette recherche en France qu'à l'étranger. Et je redis ce que j'ai dit au début, il faut une cohérence économique globale. On a besoin d'avoir des locomotives, des grandes entreprises qui portent notre économie et qui accompagnent ces PME et ces TPE. Et bien évidemment, j'ai entendu le rapport de force et tout ça, mais je suis d'accord avec vous. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un rapport de force qui parfois se crée et sur lequel parfois il faut trouver des réponses. Je ne suis pas naïf. Mais je dis que déjà battons-nous pour que les entreprises françaises soient favorisées et ne sacrifions pas les grandes entreprises parce que ce n'est pas les petits qui vont gagner, c'est les grandes entreprises étrangères. Voilà. C'est ma seule crainte dans tout ce qu'on dit. Maintenant, que l'argent public soit évalué, que les aides aux entreprises soient évaluées, que parfois il faille faire des ajustements, bien évidemment, on sera les premiers à dire que l'argent public est rare et que la dette publique est un sujet majeur. Excusez-moi, je n'ai pas répondu au risque cyber. Sur les cyber, oui. Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, les TPE, plus que les PME, mais les TPE et aussi les PME, sont parfois pas conscients des risques nouveaux sur les cyber. On les accompagne. Alors déjà, aujourd'hui, on a le sujet de la facturation électronique sur lequel on est en soutien. On a un accompagnement des filières, des entreprises pour réussir ce grand changement. Parce que c'est un très grand changement sur lequel on doit tous collectivement être en soutien et accompagner les entreprises. Mais on est aussi à sensibiliser les entreprises sur le risque cyber. Et c'est un enjeu majeur parce qu'aujourd'hui, des entreprises peuvent tomber à cause de ça. Moi-même, j'ai plusieurs fois des risques, des attaques cyber comme ça qui ont pu coûter très cher parfois. Donc c'est un enjeu majeur. Notre rôle à nous, c'est de sensibiliser les dirigeants. On le fait, on doit le faire encore plus. Et il faut être conscient que demain, ces risques-là peuvent mettre une entreprise à genoux. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir consacré pratiquement 2 heures de votre temps. Voilà, vous avez bien compris qu'il y avait un petit peu, au sein de cette commission, une passion, des tempéraments, des sujets. Mais je suis passionné et j'ai un tempérament aussi. On a bien compris aussi. Et puis, on vous remercie parce que vous avez eu un langage de vérité, sans langue de bois. Ce qui a permis aussi aux uns et aux autres d'apporter la contradiction quand ils souhaitaient l'apporter. Mais c'est important aussi de voir un président d'une organisation professionnelle comme la vôtre, un jeune chef d'entreprise qui prend des risques, qui assume ses responsabilités, mais qui dit aussi ce langage de vérité et qui dit ce qu'il pense. Voilà pour ce point sur la situation des petites et moyennes entreprises avec le président de la CPME, Amir Reza Tofighi. Cette audition est à retrouver en replay sur notre site internet et notre chaîne YouTube. 100% Sénat, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très bonne journée sur Public Sénat.